Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 50e épisode du podcast des Fins Buveurs, Rick. 50e, tu t'en rendu compte? Écoute, je pensais pas qu'on se rendrait à 20. Non, ouais, sérieusement, ça paraissait pas à ça, mais ça fait 1 an et demi environ qu'on fait le podcast, déjà à la 50e. Ouais, presque 1 an et demi, C'est fou pareil, hein? Du coup, fin 2013. Ouais, vraiment. C'est quoi, de novembre, autour de novembre 2013? Novembre, ouais, fin novembre. On a commencé, c'était une fois par 2-3 semaines, une fois par mois. On prenait beaucoup de pauses. C'est ça, mais... puis après ça, on a commencé pratiquement une fois par semaine. Ouais, c'est plus régulier, disons. Podcast des Fins Buveurs, podcast qui passe sur la bière de microbrasserie québécoise, Rick. Écoute, on a tout un épisode, là. On a tout un épisode, mais avant d'en parler, je vais faire un retour sur cette semaine parce qu'il s'est passé une couple de trucs. Puis je parle vraiment juste du podcast ici, là, de rien d'autre de dégustation. Ouais, il n'y aura pas de nouvelles, il n'y aura pas de dégustation. Non, on a une entrevue qui s'en vient puis ça va être bien en masse. On vient de déguster une bière qui est pas pire. Ouais. C'est rare que je dise ça, là. Mais je viens de déguster une blanche que j'aime. Ouais, c'est vrai, hein? Écoute, en tout cas. On en reparle. On va en reparler. Retour sur cette semaine, Rick, comme j'aime faire à l'habitude, c'est vraiment nous autres, c'est le centre du podcast, on parle de nous et puis justement de notre entrevue, clin d'œil. Oui. Je sais pas si tu as remarqué cette semaine, j'ai fait un nouveau logo pour notre podcast. Oui, j'ai remarqué ça sur le site Facebook, Twitter, jamais été partout. Yep. Moi, c'est quand même pas pire. Ah, c'est cool, J'ai suivi un tutoriel, j'ai pris une bière d'une dégustation. Je parlais la semaine passée de la naufragère double blanche. C'est à partir de la photo. La semaine passée? Ah, l'autre d'avant, ouais, c'est ça, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de podcast la semaine Ouais, passée. c'est vrai, c'était podcast After Dark spécial. On a jumpé la semaine passée pour regarder la 50e pour un événement un peu plus spécial. C'est ça. Mais c'est ça, justement, j'ai fait le logo, j'ai pris une photo d'une dégustation, puis je l'ai photoshopé à fond, puis ça lui a donné notre nouveau logo. Je suis assez content, c'est un peu plus sérieux, moins cartoon, c'est plus sérieux, je pense. Ouais, c'est bon. Ouais, vraiment. Le premier, quand il était quand même pas si mal. Ah ouais, c'était surtout qu'il était fait par une En plus, c'est un infographe, mais là, une couple d'années. Il y a une couple, ouais, c'est ça. C'était un contact que j'avais, puis j'avais demandé il y a plusieurs années, puis il nous avait fait ça en de site gratos. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est clair. Provencher. Oui, c'est Elisabeth Provencher des ateliers Globart. Bon, voilà. Donc, infographe au Québec. Donc, vous irez voir ça, Globart. Ouais. Globe comme dans Globe Trotter. Globe Art comme dans Art, ART. Ouais. Donc, vous irez voir ça. C'est ça. Une petite passe en passant. C'est ça? Regarde, pourquoi pas. Regarde, elle nous a aidé, fait que... Ouais, non, c'est ça date. Je suis même pas sûr qu'elle s'en date. Peut-être, probablement, mais c'est correct, parce qu'on l'a toffé pendant longtemps, fait que oui. je me disais, on était dû pour un petit renouveau, fait que voilà, nouveau logo, qui met de l'allure. Sinon, j'ai commencé, Rick, je sais pas si tu as eu le temps de lire ça, mais j'ai fait un billet sur notre blog, finbuveurs.com, finsbuveurs.com. Je pense que j'ai pas été le voir. Non, s'intitule cette première bière de microbrasserie. Ah, ben j'ai vu sur Facebook l'espèce de blog, si on veut. C'est ça, le post là, que j'ai fait. C'est ça, j'ai pas eu le temps d'aller répondre. J'y ai pensé, par contre. Mais on l'avait déjà fait. C'est ça, le truc. En podcast, me semble. Exactement. Dans le fond, c'est un résumé d'une discussion qu'on a déjà eue sur notre première bière de microbrasserie. Je raconte en style blog, par écrit, mon expérience de ma première bière, d'où ça vient, d'où vient ma passion pour la bière de microbrasserie. Fait que j'ai décidé de justement mettre ça par écrit puis faire un espèce de blog histoire d'updater notre site. Ouais. De ce billet s'ensuit une vague de likes sur Facebook. J'ai jamais vu ça, OK? Pour vrai? J'ai mis, puis je comprends pas pourquoi en plus, parce que j'ai juste fait, comme à l'habitude, OK, j'ai écrit quelque chose, là le lien, je le mets sur Facebook. Merci, bonsoir. On a passé de 53 likes à 70 en 48 heures. Oh boy. Fait que j'ai fait comme, OK,
on a comme, il y a quelqu'un qui nous a liké, la bonne personne, fait que là, tous ses amis ont fait, comme là, il y a eu une chaîne, j'ai jamais compris. C'est vraiment le fun de voir que, tu sais, on a pris un peu en popularité, si on veut. Non, c'est ça peut avoir l'air de rien, 70, mais pour nous autres, c'est quelque chose, là, je veux dire. Plus quasiment, tu sais. Ben, déjà, de savoir qu'on fait pas ça dans le vide, c'est un gros must. Fait qu'un gros merci. C'est ça, tu sais, en même temps, notre but, c'est d'avoir une espèce de communauté, c'est de créer des discussions. C'est ça, puis si le monde peut embarquer, puis nous donner des feedbacks, puis de leur expérience à eux, écoute, on serait aux anges. C'est parfait, c'est ça qu'on veut, exactement. Et puis, en même temps, cette semaine, j'ai mis le podcast After Dark, qu'est-ce qu'on a fait, il y a 2 semaines. Qui était, on va se le dire, là, c'était un peu n'importe quoi, puis c'était... Le podcast After Dark, c'est ça, c'est hors série. Ouais, c'est ça, c'est un bonus. Puis j'ai quand même trouvé ça drôle parce qu'il y a la microbrasserie à l'affût. On a dégusté une de leurs bières, leur session IPA. On a pris le temps de déguster quand même durant cet épisode. Ouais, on l'a-tu commenté adéquatement? Ben, c'est parce qu'eux autres, ils ont sharé notre lien, puis ils ont marqué nice en lettres majuscules avec point d'interrogation. Fait j'imagine que oui. OK. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Mais non, mais j'étais surpris, là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, parce que la session IPA, c'est à 4.5. À 3.5? Ouais, c'est ça. Relativement pas trop... Moi qui est un amateur de bière qui est plus forte en alcool, justement parce qu'ils sont souvent plus sucrés, plus caramélisés, j'avais vraiment apprécié leur bière légère qui a cette maturité-là, cette puissance-là, c'était assez... non, c'était une très belle shot. Ouais, c'était très intéressant, franchement, comme goût. Fait que j'imagine qu'ils ont aimé notre critique. Je me rappelle plus, pour être honnête. Je dis pas ça parce qu'ils nous ont liké, je veux pas avec que tu me le dis. Ouais, non, c'est ça, c'est bon, et voilà, c'est le retour sur cette semaine. Fait que parlons de cet épisode. Comment qu'on fête, Rick, notre 50e? Oui, 50e. Écoute, événement spécial. On est direct en direct. Si vous entendez la musique derrière, en fait, des 3 brasseurs sur Saint-Denis. Donc, écoute, on avait un événement spécial à célébrer et puis on l'a fait de façon grandiose. Ouais, ben, c'est ça. Pour nous. En tout cas, c'est grandiose. Franchement, ça vient de se passer, fait qu'on parle... on parle au passé. On parle au passé, ouais, parce que ça s'est passé. C'est l'introduction, mais on a le droit à une belle entrevue. Ouais, mais on s'est entretenu avec Wanis Banazzo et puis Philippe Réau. Wanis qui est justement maître brasseur au Trois Brasseurs, qui est maître brasseur qui supervise l'ensemble des brassages des Trois Brasseurs au Québec. C'est ça, des franchises, des franchisés. C'est ça. Donc, chaque Trois Brasseurs a ses propres brasseurs. Puis dans le fond, Wanis était M. Benazou était le superviseur dans le fond de ces brasseurs-là, qui a d'ailleurs commencé comme brasseur dans son garage. Ouais, non, mais pour les 3 brasseurs qui étaient d'abord brasseurs, et puis qui est maintenant, c'est ça, qui a commencé en France d'ailleurs, dans la franchise, et puis le groupe avec le groupe 3 brasseurs, et puis qui est venu ici, et puis qui s'occupe dans le fond de la production, de l'administration productive. La production de la bière, l'ensemble des 3 brasseurs. Et puis Philippe Réau, qui est justement gestionnaire du 3 brasseurs de Saint-Denis. Donc, justement, où on fait le podcast. Exactement. On s'est entretenu avec eux. Ce fut fort intéressant, Rick. Écoute, ça fut mémorable. Franchement, oui, vraiment mémorable. C'est tellement informatif. Je suis content pour ceux qui nous écoutent par podcast parce que franchement, c'était incroyable. Vous allez avoir si vous prenez le temps d'écouter ça, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de commentaires intéressants, de spécialistes de la question, parce qu'on l'a toujours dit, nous, on est des amateurs qui aiment discuter du produit, qui aiment découvrir. Mais là, on avait des avis de professionnels. Ouais. C'est ça. Donc, carrément professionnel. À ce niveau-là, écoutez, ce fut une découverte. Ouais, franchement, c'est quelque chose à écouter. Donc, on vous laisse avec cette entrevue.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a l'honneur de s'entretenir avec Wanis Benazou et Philippe Réau. Messieurs, comment ça va? On est aux Trois Brasseurs sur Saint-Denis, dans votre tente. Effectivement. Rick est à mes côtés, comme d'habitude. Messieurs, présentez-vous, c'est quoi votre rôle sur Trois Brasseurs de Saint-Denis? Ok, Philippe. Donc moi je m'occupe du restaurant de Saint-Denis finalement. Je suis directeur de ce restaurant-là. Principalement, c'est ça ma fonction. C'est bon, parfait. Gestion du personnel un peu. Toute. Gestion du personnel, gestion de la cuisine. Puis je travaille en collaboration avec mon brasseur pour tout ce qui est bière. Et puis la communication avec les autres brasseurs. Ouais, donc tout ça se passe grâce au maître brasseur. C'est lui vraiment qui développe tout ça. Et tout ça, on travaille tous ensemble, comme une belle famille. Good. Puis Wanis, oui, qu'on parlait de maître brasseur, ça semble un peu dans tes cordes. C'est ça. Alors moi je suis le maître brasseur, donc moi je travaille pas spécialement à Saint-Denis, je travaille pour tous les trois brasseurs globalement. Je m'occupe de absolument tout ce qui touche à la bière, de l'installation des microbrasseries, passant par les matières premières à la création des recettes. Donc on a une équipe de personnes, d'autres maîtres brasseurs entre guillemets qui sont autour de moi pour mettre en place tout ça. Et chaque restaurant a un brasseur qui lui physiquement fabrique la bière. Okay. Fait que tu gères un peu tous les brasseurs. Ouais, je gère, ça va des ressources humaines jusqu'au contrôle qualité, tout ce qui touche à la bière, le verre, le service de la bière, la température de service, tout ce qui touche à la bière, je suis impliqué et je suis décisionnaire là-dedans. Deuxième question, messieurs, qu'est-ce qui vous a amené aux Trois Brasseurs? Votre expérience de travail, est-ce que c'était une ligne directrice toujours voulu travailler aux Trois Brasseurs ou c'est un peu... Moi, ce qui m'a amené aux Trois Brasseurs, c'est je suis arrivé ici au Canada pour faire des études. Okay. Et la première fois que je suis sorti prendre une bière, c'était sur la terrasse de ce restaurant-ci en plus. Okay. Sur la terrasse sur Trois Brasseurs Saint-Denis. Puis j'ai bien aimé le fait qu'on puisse avoir des litres. Donc, ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est ça, j'étais étudiant. Donc, c'est ça, de fil en aiguille, ça m'a assez plu. Puis les circonstances ont fait que j'ai pu intégrer la compagnie. De l'étude en gestion, justement, tombé dans la restauration. C'est ça. Disons que je suis tombé dans la restauration en France en tant qu'étudiant. Ici, je suis venu étudier un autre domaine, le commerce international. Mais de fil en aiguille, je suis retourné dans la restauration parce que j'aime vraiment ça. Donc, ça a été un bon choix pour moi. Alors moi, c'est ça. J'ai commencé aux Trois Brasseurs en France. Donc mon parcours, j'ai toujours été passionné de bière depuis que je suis assez jeune. J'ai commencé par brasser dans mon garage. En France, on n'a pas d'études pour apprendre à faire la bière. Donc moi, j'ai fait plein de jobs dans l'agroalimentaire, des industries agroalimentaires. J'ai beaucoup appris le process, le matériel, tout ça. Après 3 ans et demi aux Trois Brasseurs en France, je voulais vraiment avoir une expérience à l'étranger. Je savais que les Trois Brasseurs cherchaient des brasseurs au Canada. Ça fait 8 ans, c'était 2007. Donc on avait juste ouvert McGill. Il y avait ici Saint-Denis, Saint-Paul et McGill. Lequel qui est venu en premier, c'est Saint-Denis. Saint-Denis est ouvert en 2003. Ouais. Donc j'ai demandé à être transféré entre guillemets ici, même si c'est pas vraiment la même organisation, mais bon. Donc je suis arrivé en 2007 et Saint-Denis, c'est le premier restaurant où j'ai bu une bière en descendant de l'avion. C'est aussi quelque chose en commun, là. Ouais, et c'est aussi le premier restaurant où j'ai travaillé. Donc j'ai brassé ici 2-3 mois. Après ça, j'ai repris McGill, qui est quand même le plus gros site, où j'ai brassé pendant 2 ans et demi. Puis là, ça fait 4 ans que je supervise et que je m'occupe plus à un niveau supérieur. C'est une franchise qui est très répandue en France, les Trois Brasseurs ou Alors, c'est un groupe. Il y a une vingtaine de restaurants qui appartiennent au groupe et à peu près une vingtaine qui sont franchisés. Bon, les chiffres sont un peu différents, mais... Et à partir de quelle date, savez-vous, qu'ils ont décidé d'ouvrir à l'extérieur, au Canada, entre autres? Le Canada, ça a commencé en 2003. Saint-Denis a été victime de son succès parce que le brasseur ne pouvait pas fournir
les Français se doutaient pas que la consommation de bière ici était aussi importante. Donc tout de suite 3 fermenteurs et puis 8 tanks de garde, c'était impossible. Aujourd'hui on a 5 fermenteurs et 10 tanks de garde et ça suffit toujours pas. Et la consommation a beaucoup baissé. Donc le début des 3 brasseurs ici a été un peu chaotique par rapport à la production de bière, mais c'était très très populaire, ça a marché. Ensuite Saint-Paul-McGill, qui en fait McGill a ouvert avant Saint-Paul parce que Saint-Paul il y a eu des problèmes avec la ville, puis Molson qui était proche qui n'aidait pas non plus à l'ouverture de Saint-Paul. Puis il y a eu Crescent, après ça s'est enchaîné, mais tous les 3 brasseurs du Canada appartiennent au groupe. Il n'y a pas de franchise au Canada. C'est intéressant parce que ça touche mes prochaines questions. Dans le fond, d'où est venue l'idée de lancer un restaurant style brasseur? Dans le fond, il n'y avait pas encore d'engouement comme quand il n'y a pas un groupe de nouveaux brasseurs. Dans le fond, c'est un peu ça sont essayés. Pourquoi les Québec? C'est quoi l'idée de sortir? C'est une bonne question. Je ne saurais pas y répondre. Je sais que le concept a très bien marché en France. Là, on remonte à 86 quand les 3 brasseurs ont commencé. Et l'idée de venir ici, C'est la culture un peu. Est-ce que c'est la langue aussi en même temps? je sais pas. Les 3 brasseurs ont toujours aimé ouvrir dans des endroits différents. On en a dans les Dom-Tom, dans les îles françaises. On en avait un en Belgique qui a fermé. On en a un au Brésil. Donc, je ne sais pas pourquoi exactement le Québec. Et bon, il y a eu certainement des études de marché. Il y a la langue française, donc c'est plus facile pour des Français de venir s'installer. Je ne connais pas le pourquoi du comment. C'est pour ça que les Français viennent au Québec, ils ne sont pas perdus, ils ont leur 3 brasseurs. Ouais. Même si c'est rendu, je pense, plus populaire au Québec qu'en France. Justement, comment est passé de la bière microbrasserie en France comparativement au Québec aujourd'hui? Parce que ça gagne en popularité, même en France, parce qu'on parle c'est le vin, c'est des champagnes. Oui, mais en France, il y a un gros boom au niveau de la bière de microbrasserie. La France étant un pays très gastronomique, très culinaire, les accords mets et bière en France, ça a atteint un niveau... Ils étaient très en retard. Là, au niveau accords mets et bière, ils sont très très forts. Au niveau bière, ils restent toujours un petit peu, j'ai pas envie de dire en retard ou quoi, mais c'est une école différente. Être proche de l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre qui sont très conservateurs, versus l'Amérique du Nord qui est très créatif. Donc on a vraiment le parfait exemple entre la vieille Europe et le Nouveau Monde. Mais il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de microbrasseries, beaucoup de brewpubs. À Paris, il y a un bar à bière qui vient d'ouvrir qui s'appelle la Fine Mousse, qui est devenu super populaire. Ils servent des petits verres à 15 € la bière. Ça marche très très fort. Et donc, le même engouement, c'est vraiment mondial. Parce que la même chose se passe en Italie, au Brésil, au Japon, Hong Kong. La microbrasserie, ça explose. La bière devient très très trendy. Très accessible aussi. Ouais. Très intéressant. Je me demandais, justement, tu parlais de notre bière qui se veut un peu des expérimentations. Est-ce que la bière québécoise déteint un peu sur celle de la France? Est-ce qu'on donne des idées un peu aux bières françaises? Au sein des 3 brasseurs? Oui, alors au sein des 3 brasseurs, à la base, on avait 4 bières. La blonde, blanche, ambrée et brune. En France aussi. Avec la demande qu'il y avait ici, on est très vite passé à 5 bières, avec une bière du mois. Chaque mois, on avait une bière différente. Et on sentait encore la demande des clients d'avoir des nouveautés, d'avoir... Alors là, on a fait une 6e bière, qui était une IPA régulière. Et ensuite, on a ajouté une 7e bière maintenant, qui est la bière de quartier. Donc chaque restaurant a sa propre recette. Les 4 bières de base sont exactement les mêmes en France qu'ici. Que ce soit le process, le matériel, les matières premières. De A à Z, c'est exactement la même bière. La seule différence, c'est l'eau. Donc les seules petites différences au niveau de la dégustation, ça vient des composantes de l'eau. Sur les bières événementielles et les bières de quartier, là-dessus, on avait la liberté qu'on voulait.
on a créé une bière d'hiver à 9% qui s'appelle la Chaufferette, qui est une bière qui est très amère avec beaucoup de houblon cascade américain. Cette bière-là est typiquement nord-américaine. Cette bière-là a été super populaire, on l'a fait encore chaque hiver. Et ben la France a adoré notre recette et la font maintenant en hiver en France aussi. Donc oui, on influence la France. Et moi je travaille vraiment très en partenariat avec le maître brasseur français. Et je regarde aussi ce qu'ils font et c'est très intéressant parce que on est vraiment dans des dynamiques qui sont différentes. Mais c'est pas pour ça que justement c'est pas intéressant et que c'est pas créatif. Donc eux aussi ils sont en train de faire des trucs pas mal sympas là-bas. Est-ce que ce serait juste de dire que les bières françaises s'inspirent plus des styles belges et allemands vu un peu leur géolocalisation ou bien tandis que nous on est peut-être un petit peu plus vers l'Angleterre, les Scotch Ales, C'est vrai, historiquement c'est vrai. Maintenant si tu veux qu'on développe, va peut-être falloir 3-4 heures. Mais les bières françaises ont une tradition d'être des bières de garde, où la levure est très présente. Donc oui, un petit peu, se rapproche un petit peu de la Belgique. La France a 2 régions brassicoles. Le nord de la France, qui est collé à la Belgique, et l'est de la France, qui est collé à l'Allemagne. Donc c'est un peu ça. On n'a pas du tout d'influence anglaise. Effectivement, l'Amérique du Nord, avec toute l'influence qu'a pu être les Anglais. D'ailleurs, c'est pour ça que l'IPA, c'est un style anglais à la base. La seule chose qui a été différente en Amérique du Nord, c'est que les houblons qui poussent ici ont un côté citronné, résineux, qui a donné le caractère des bières américaines. Et aussi, l'Amérique du Nord aime beaucoup le houblon, donc choisit des levures qui sont beaucoup plus neutres pour avoir plus l'arôme de houblon. Voilà, alors que les bières belges, elles, vont être vraiment autour de la levure. Enfin, beaucoup le malt aussi, avec, comme je disais, là, je simplifie. Ouais, c'est ça. Ça peut être pas mal plus complexe. Si on parle... en fait, au niveau du restaurant ici, dans les, on a déjà fait des rencontres avec justement des gens dans le bout de Valleyfield qui ouvraient des microbrasseries. Puis ils nous parlaient beaucoup des obstacles qu'il y avait par rapport à l'ouverture des microbrasseries, de la réglementation qu'il y avait au niveau municipal ou des règles, les permis et tout. Est-ce que ça a été vraiment un problème ici au début, au niveau de l'administration, peut-être de la gestion des permis et tout? Je sais qu'on nous parlait de, dans certains cas, ils demandaient d'avoir des murs anti-déflagration, des choses comme ça pour pour les installations, effectivement. Est-ce que ça a été est-ce que c'est compliqué quand vous ouvrez? Est-ce que vous voyez des différences entre peut-être des différentes succursales? C'est sûr qu'il y a des normes à respecter pour les ouvertures, pour les normes de sécurité pour tout le monde. Maintenant, ça fait pas assez longtemps que je m'occupe de ce restaurant ici. Moi, je suis arrivé il y a 4 ans, le restaurant a ouvert il y a plus de 12 ans. Donc je suis pas vraiment au courant des obstacles qu'il y a pu y avoir pour l'ouverture de ce restaurant ici. Maintenant, c'est sûr que à chaque nouvelle ouverture, c'est sûr qu'il y a des normes à respecter. Puis c'est ça, on a des professionnels qui s'en occupent. Bonus aussi s'occupe pour tout ce qui est pause aussi des brasseries, donc des microbrasseries. Donc avoir le nombre qui roule, dans les dernières années, ça doit quand même bien aller. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a quand même un nom qui a été fait autour des 3 brasseurs. Tout à fait. C'est moins difficile, peut-être. C'est vraiment un parcours du combattant pour quelqu'un qui veut ouvrir une microbrasserie. Et en Ontario, c'est vraiment pas plus simple. Nous, on va ouvrir le 18e le mois prochain. On est plus connus. On a une... on sait quand même pas mal. Les débuts étaient un peu chaotiques. C'est sûr qu'il y a des lois qui sont assez bizarres. Mais une fois que on a compris ce qu'on attendait de nous, on commence nos dossiers beaucoup à l'avance, vraiment avant de faire les soumissions pour les permis et tout ça. Et c'est toujours le permis qui nous... En fait, tant qu'on n'a pas le permis, on ne va pas brasser. Donc c'est vraiment ça notre limite pour ouvrir un restaurant. Des fois, on a des retards dans l'ouverture. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas encore le permis. Et là-dessus, on veut absolument, évidemment, toujours être en règle. Donc des fois, c'est frustrant parce que tout est prêt.
mais on peut pas brasser. Non, pas de suite. Ouais. Alors, écoute, si on parlait un petit peu plus du menu, juste commencer peut-être avec les différences en termes de menu France et Québec. Est-ce qu'il y a une grosse différence, mis à part peut-être la poutine, puis... Bah là, moi, j'ai pas fait bien mes devoirs parce que moi, je suis ici depuis 7 ans maintenant. Et en fait, à vrai dire, je suis jamais allé voir un 3 brasseurs en France. Ouais, parce que dans la région d'où je suis, je viens de la Côte d'Azur, et ils n'ont pas encore mis de 3 brasseurs dans ma ville. Donc effectivement, j'ai pas fait mes devoirs là-dessus. Il y a au moins une tartiflette, j'espère, en France dans le menu. Là. Si, il y a de la tartiflette. Ouais. En fait, la différence, bon, comme je disais tout à l'heure, la France, c'est quand même un pays gastronomique. Il y a une culture, une vraie culture d'école hôtelière, de restauration. Donc c'est sûr qu'aux 3 brasseurs en France, les cuisiniers préparent tout. La carte des desserts, évidemment, est énorme par rapport à ici, parce que les gens veulent manger un dessert. Donc il y a, donc c'est ça. Donc les cuisiniers des 3 brasseurs en France sont aussi pâtissiers, ils font tout sur place. Aux 3 brasseurs ici, c'est plus comfort food. Type bistrot. Le nouveau menu qui vient de sortir, tout est fait sur place. Donc là, on travaille des produits frais. On n'a pas révolutionné le menu, mais on tient vraiment à ce que ça soit fait sur place, ça soit des produits de qualité. C'est là-dessus qu'on travaille, enfin que mes collègues travaillent, parce que moi, c'est juste la bière. Donc, effectivement, je dirais jusqu'à l'année dernière, manger aux 3 brasseurs en France, c'était quand même, il y avait beaucoup plus de choix. Le fromage est moins cher en France. Alors, faire une flamme en mettant 10 tonnes de fromage, c'est sûr que ça va être meilleur que quand on n'a pas trop le choix et que les coûts sont... Mais plus ça va, une fois plus, on est beaucoup... on est très créatif ici. On n'est pas limité par les écoles de cuisine... française et tout ça, on fait ce qu'on veut. L'objectif, c'est travailler des produits frais, des produits de qualité et de plus en plus inclure la bière dans les plats. Donc là, on a une soupe à la bière et au cheddar. On est en train de travailler sur un produit de pudding chômeur à la bière et au sirop d'érable. Les jarrets sont cuisinés à la bière, la choucroute. Donc petit à petit, on veut aller là, et une fois de plus, c'est le nouveau menu, il est sorti quand dès le 1er avril, c'est ça, donc ça fait 10 jours. Donc là on a commencé plus tôt, nous on était en test, quand je t'avais vu, ce que vous expliquez, on était en test. Ouais, tout à fait. Donc là il y a eu un vrai tournant, et les prochains menus qui vont sortir, vous allez vraiment être surpris de la qualité et de la créativité. Ouais, puis surtout de l'incorporation de la bière dans les plats. C'est vraiment, tu sais, dans le fish and chips, c'est pareil, dans la panure on met de la bière. C'est un maximum de plats, maximum. On veut que notre produit, on est une microbrasserie, donc on veut vraiment faire le bon mélange, si je peux dire ça, entre nourriture et bière pour bien incorporer ça ensemble. Pour créer comme une nourriture un peu spécialisée, un peu atypique. Ça, c'est plus juste un accord bière-mais, c'est vraiment une incorporation. Vraiment, vraiment. Ah, intéressant. Donc la bière, c'est ça, la bière devient vraiment le centre, le centre. C'est ça, tout à fait. Dans le fond, prochaine question, qu'est-ce qui fait que, comment qu'on accorde une bière à un mets? Est-ce qu'il y a des règles déjà préétablies comme le vin, disons, on va dire viande rouge, vin rouge, viande blanche, vin blanc, est-ce que c'est simple que ça, entre guillemets, ou Oui, c'est toujours c'est des mécanismes assez simples. Il y a plusieurs approches. T'as l'approche d'avoir, on parlait de la bière au gingembre de Saint-Denis, manger un plat au gingembre et boire une bière au gingembre. Ça va prolonger la saveur du plat. On va manger le plat, on va boire la bière, puis on va continuer sur la même saveur. Donc ça, c'est comme une continuité. Ouais. Après, il y a une autre approche qui va être quelque chose de... Par exemple, si on mange un plat gras et qu'on boit une bière acidulée, l'acidité va venir trancher dans le gras. Donc ça va venir rendre le plat plus digeste. Tu parlais de tartiflette tout à l'heure. Tartiflette avec une blanche. Voilà, on va venir couper dans le gras, donc la tartiflette va mieux passer.
Il y a des accords de complémentarité. L'exemple, c'est par exemple. J'imagine un steak avec justement une sauce barbecue plus sucrée avec une bière caramélisée. Mais c'est exactement ça. Un steak tout seul, ça va être bon. Un steak avec une noisette de beurre, ok. Avec du beurre aillé au persil, boum, là on a ajouté une dimension. Même chose pour la bière. On mange un gâteau au chocolat, on boit une bière à la framboise, là on a ajouté une dimension. Donc on vient. Alors c'est tous ces mécanismes-là qui, ces différentes approches. Voilà. Donc c'est nouveau. Les gens. Moi je pense que pour moi, le principal c'est de se faire plaisir, de manger ce qu'on aime, en buvant ce qu'on aime. Et les goûts, ça se respecte. C'est ça. Mais c'est sûr que une fois qu'on a ces mécanismes en tête, là on va pouvoir passer à un niveau supérieur. Si on y fait attention, là il y a quelque chose à faire. Et c'est ça. Et c'est là où nos suggestions dans notre nouveau menu et notre staff, nos serveurs vont venir apporter un conseil qui est utile pour amener vraiment une expérience unique au client. Il y a beaucoup de la formation derrière l'accompagnement. Formation, qui est à ses débuts, mais c'est sûr que oui. Ouais, c'est faut faire ça. Good. Justement, je me demandais, c'était quoi un peu la philosophie? Est-ce que c'est une bière qui justifie quelque chose dans le menu? Ben, c'est quelque chose que vous voulez mettre dans le menu qui va justifier la création d'une bière ou d'une bière du moins. Par contre, vous voyez, OK, dans les prochaines, on est dans les L, ou des lagers, c'est quelque chose d'effervescent, c'est facile à boire. On va peut-être faire quelque chose de poulet, je sais pas quoi, mais c'est sûr que donc notre bière du moment, comme son nom l'indique, elle colle au moment. On va pas faire une Imperial Stout l'été. Donc on va faire une bière de Noël à Noël, on va faire une bière à la citrouille pour Halloween. Donc ça colle. Voilà. Je sais pas si vous l'avez goûté. On l'a goûté. On vient de gagner la médaille de bronze au Ontario. Hier. Ontario Brewing Awards, médaille de bronze dans la catégorie bière miel. Super content de cette nouvelle, merci. Donc on a une totale liberté, j'ai une totale liberté pour créer les recettes. Je discute avec le marketing, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'elle veut. En même temps, notre marketing veut être dans ce qui se crée en ce moment dans les microbrasseries. Donc elle nous fait confiance. Moi, je travaille toujours avec mes brasseurs parce que c'est eux qui sont vraiment dedans, j'ai des brasseurs qui sont passionnés, qui sont dans la bière. Moi, je m'occupe d'autre chose. J'ai des ressources humaines, des fois, j'ai pas le temps là de passer du temps sur Internet à lire les. Ouais, c'est ça. Malheureusement, on peut pas. Administratif aussi à être Exactement. Donc, j'accorde beaucoup d'importance à déléguer tout ce qui est créatif à mes brasseurs. Et après, c'est du brainstorming, c'est des ping-pong d'emails avec des recettes. Puis ça se construit comme ça petit à petit. C'est pour ça que cette médaille de bronze, on peut pas dire c'est ma médaille de bronze ou c'est celle du brasseur d'un tel ou un tel parce que chacun a amené sa petite touche et voilà, c'est ça. Et elle n'aurait pas été comme ça s'il n'y avait pas eu l'apport de chacun. C'est une grande collaboration entre les différentes succursales et puis. Ouais, c'est ça. Ouais. On a beaucoup de collaboration entre les micros, mais ici c'est à l'interne dans les différentes succursales dans le fond. C'est ça. Je veux pas rendre la mèche, mais on aimerait ça aussi, faire des événements avec collaboration. Brasseur Saint-Denis, Brasseur McGill, ils font une bière ensemble. Là, on a un bel exemple avec le Castor et Pete Caribou qui ont fait une Black IPA qui est juste. Ouais, la 30 sous. Ouais. Ah ouais, non, là, on atteint des hauts niveaux et je trouve ça génial. Et ce que j'aime dans le milieu de la bière, c'est ça, c'est qu'on se connaît tous. Le monde est relativement petit, ouais. L'échange est intéressant. Et puis il
n'y a aucun secret au niveau des recettes, tout le monde sait. Tout le monde est capable de faire la recette des autres, je veux dire, c'est... Personne se cache, là. Non, il n'y a pas de secret là-dedans. On partage, c'est tout le monde grandit ensemble. Exactement. C'est notre brasseur de West Island qui allait travailler là-bas l'année dernière, qui a eu l'opportunité. Donc je suis en contact aussi avec eux, mais ils sont bien. C'est vraiment, ça fait plaisir parce que ça fait grandir tout le monde brassicole du Québec. C'est qui arrive, on voyait beaucoup de collaborations sur ça dans différentes régions. Puis dans le fond, c'est au lieu de travailler les uns contre les autres, les mondes travaillent ensemble pour faire grandir le marché dans le fond. Là. C'est ce qu'on voit pas souvent justement dans une industrie de... Oui, il y a une compétition, mais c'est une saine compétition dans le sens qu'à quelque part, la collaboration prend une grande place également. La bière, c'est un monde à part. C'est pas comparable parce que... C'est cordial, donc... Non, mais... La grande différence, c'est que on fabrique de l'alcool. On va se le cacher. Et nous, quand on déguste, on ne recrache pas. Alors à partir de là, c'est sûr que ça crée des moments de convivialité, des rapprochements. N'exagérons rien, mais je veux dire... Ça ouvre les esprits. Exactement. C'est bien dit. Justement, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir, des bières collaboratives, peut-être non seulement avec des, pas juste avec des microbrasseries québécoises, mais des bières, vu que il y a des racines européennes, est-ce qu'on pourrait comme connaître en même temps de boire les microbrasseurs, boire une bière d'ailleurs, d'Europe, qu'on n'aurait pas la chance de goûter en même temps, ou bien une collaboration entre les deux? Nous, notre premier engagement, c'est on est brasseur, on brasse sur place. À partir de là, notre permis nous permet pas de vendre la bière à emporter. Okay, ouais. On fera pas de bouteilles, on fera pas de fûts à emporter, autre chose comme ça. Moi, je suis très ouvert pour faire des collaborations avec les autres brasseries, les autres microbrasseries du Québec. C'est des choses qui doivent se planifier, qu'on doit discuter. Le faire juste pour le faire, ok, c'est le fun, mais on doit quand même communiquer. On veut pas que les gens ils arrivent à l'espace public et puis qu'ils disent oh, ça a été brassé avec le maître brasseur des trois brasseurs. On veut aussi communiquer autour de ça et le faire. Et c'est des projets, c'est dans les tuyaux. Il y a plein de projets et je veux dire pourquoi pas, mais pour l'instant on se concentre sur faire la bière sur place et bien la faire. On parle un peu des gammes. Non, mais je me demandais, les brassages se font tous en succursale. Vous n'avez pas d'entrepôt ou de manufacture, si vous voulez? On a ouvert il y a 2 ans une brasserie support, entre guillemets, qui était là pour fournir les restaurants qui ne peuvent pas fournir. Donc comme je disais, Saint-Denis avec 5 fermenteurs et 10 tanks de garde, l'été, ils ne peuvent pas fournir. Donc cette brasserie a un permis industriel, donc peut vendre la bière à l'extérieur, mais elle va faire des fûts uniquement pour les restaurants qui vont pas pouvoir fournir l'été. Mais, quoi qu'il arrive, notre marge sera meilleure sur la bière fabriquée sur place. Donc, c'est vraiment parce qu'on ne veut pas avoir de rupture de bière que cette unité existe. Mais c'est pas... donc, pour l'instant, oui, elle fournit 2-3 restaurants qui n'ont pas assez de place. Saint-Denis, c'est très petit. On peut pas agrandir les murs pour rajouter des cuves. Le centre-ville de Montréal, ouais, c'est ça. Déjà avoir de l'espace. Comme ici, l'achalandage doit être monstrueux, surtout l'été avec la terrasse, qui est comme une des terrasses les plus fameuses du secteur. Je rajoute 150 places assises, donc d'un seul coup, à la base j'en ai 225 en hiver, puis là j'en rajoute 150 en été, fait que j'augmente vraiment la capacité du restaurant. Donc oui, j'ai besoin de fournir Ça, effectivement. On voit des fois, c'est juste qu'il n'y a pas un line-up. C'est ça. Il faut réserver, c'est comme ça. Effectivement. Justement, vous avez beaucoup d'expérience. Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans le goût de votre clientèle? Est-ce qu'au début, c'est des personnes qui voulaient comme sortir un peu, qui étaient plus ou moins sérieux dans leur consommation? Mais là, c'est venu avec peut-être des produits un petit peu plus niches que vous pouvez sortir pour répondre à un certain besoin, un certain goût précis ou... La montée de la variation, dans le fond, de la bière de microbrasserie avec... Comme je disais tout à l'heure, l'offre et la demande, hein, c'est toujours la même chose. On avait 4 bières de base, on a bien senti que les gens, ils en voulaient plus. On a fait une bière événementielle qui était une IPA. Les gens, ils ont fait, je veux l'IPA.
Alors on a fait une 5e bière qui était une IPA. Je pense que dans une gamme, dans un brewpub, il faut avoir une IPA en Amérique du Nord, c'est indispensable. Et les deux sont liés, donc je peux pas dire que les goûts des gens ont changé et nous ont fait changer nos recettes, parce que c'est peut-être aussi parce qu'on a proposé d'autres choses que les goûts des gens ont changé. Ici à Saint-Denis, après que les 3 brasseurs aient ouvert, on a eu le Saint-Boc, la mer à boire, là il y a le Saint-Houblon. Tout ça c'est bon, ça éduque les gens pour boire de la bière de microbrasserie. Le but, c'est que les gens ils découvrent des nouvelles saveurs, qu'ils se rendent compte que la Molson, la Coors Light, qu'il y a autre chose. Et on est là. Et là, en Amérique, aux États-Unis, les courbes sont justement en train de se croiser entre les ventes de microbrasseries sont arrivées au même niveau que celles de grands brasseurs qui baissent. Et là, on est au point où les ventes sont égales. C'est génial. C'est ça, c'est pour ça qu'on a eu justement au Super Bowl des publicités de Budweiser qui se moquaient carrément des microbrasseries parce qu'ils ont peur. Ben oui, mais de toute façon, après ils rachètent des microbrasseries et puis Blue Moon, c'est juste Coors Light qui fait de la microbrasserie. Mais les bières sont excellentes parce qu'ils ont les moyens. Mais après, qui influence qui, c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est les clients qui demandent ou est-ce que c'est les microbrasseurs qui proposent? Moi, je me suis toujours demandé, quand que vous développez une bière, est-ce que vous gardez toujours en tête que c'est peut-être la première bière de quelqu'un? Tu sais, fait que pas trop comme aller dans le trop houblonné parce que la personne, ça va peut-être la retourner de bord, la décevoir. Est-ce que c'est un peu, vous essayez d'expérimenter, mais avec des petites réserves? Non. Ouais, c'est ça. Non. Nous, premièrement, on brasse les bières qu'on a envie de boire. Okay. C'est très égoïste, hein. C'est parfait. Un brasseur, c'est quelqu'un sur la bière, là, qui va être très égoïste. On a coutume de dire, moi je dis toujours à mes brasseurs, brasse la bière qui, si jamais il y a ton meilleur ami brasseur qui vient la boire, que tu sois fier de lui offrir cette bière-là. Que ça soit dans la recette, dans les spécifications, dans la qualité, dans le service, dans la propreté du verre. C'est ça l'objectif. Donc, si ça nous plaît à nous, ça plaira aux clients. C'est ça. Faire découvrir en même temps parce que faire découvrir en même temps, on est passionné, donc on peut pas faire de compromis là-dessus. Pour qu'on puisse vendre notre bière, il faut qu'on soit fan de notre bière, donc on fait la bière qu'on aime. En même temps, si une personne ose, elle va peut-être aimer. Oui, et c'est un piège. C'est une très bonne question parce que c'est toujours un piège. On a toujours des contraintes de se dire si ça va peut-être être trop amer ou moi j'ai d'autres contraintes. Moi j'ai des matières premières à trouver. Moi je sais que j'ai des houblons, puis il y en a qui sont durs à trouver. Si j'ai une recette avec des houblons qui sont durs à trouver, je vais me dire ouais mais bon, c'est plus facile de faire avec ça. Il faut que je dise non, on part d'une feuille blanche et après, s'il faut aller chercher les ingrédients, on ira chercher les ingrédients. Donc il n'y a pas de barrière. C'est ça aucune limite. Non, il faut pas. Après c'est un cercle parce que on va toujours avoir une excuse de se dire oui mais les clients, oui mais le contrat de houblon, oui mais le contrat de malt. Non, on fait la bière qu'on veut boire. La passion. La passion. C'est un peu le même principe dans la restauration. Je veux dire, quand on présente un nouveau plat ou quoi que ce soit, on veut charmer, faire découvrir. Donc, si on va trop dans la commercialisation, si on veut basique, on va tout faire les brasseurs vont tout faire la même chose. Puis... C'est ça. La présentation, l'aspect, la couleur, l'odeur, c'est pareil. Est-ce que c'est un peu une raison pourquoi que le défi maître brasseur que vous faites, vous avez commencé à faire, je pense qu'il y a peut-être 3 ans, fin janvier, début février, c'est juste pour devenir fou, oublier tout, page blanche, puis on y va, puis on se gâte. C'est un peu à ça que ça sert. J'imagine ce défi, ce concours-là entre... Moi, j'ai été brasseur aux 3 brasseurs pendant 5 ans. Et ma plus grande frustration, c'était de brasser la recette des autres. Quand je suis devenu superviseur, c'est pour ça que je donnais l'opportunité à toujours consulter mes brasseurs quand je créais une recette, parce que cette créativité, c'est cette petite lumière qui c'est la passion
le fait de travailler dans sa passion, c'est une chance formidable. Et il faut garder ça. Moi, mon premier engagement dans mon travail, c'est garder mes brasseurs passionnés. Donc, j'ai voulu une fois par an, avoir justement cette liberté. Non, une fois par mois, j'aime ça. Mais au début, j'ai vraiment voulu que les brasseurs puissent exprimer leur créativité avec aucune limite. Donc, il y a eu ce défi maître brasseur où chaque brasseur a liberté totale d'ingrédients, et cette année c'était pas facile pour les ingrédients. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné parce que c'était mondial, donc avec la France, le Brésil, les îles et tout ça. Et c'est le brasseur de McGill qui a fait une Black IPA qui a gagné le concours, et cette Black IPA va être brassée cet été le 17 août jusqu'au 13 septembre. Je me souviens plus vraiment des dates. Il va être disponible juste à McGill ou partout? Dans le monde entier. Oh. Même aux 3 brasseurs du Brésil, ils vont faire une Black IPA. C'est cool. Wow, c'est vraiment C'était ça la récompense, c'est la semaine prochaine. Le brasseur s'en va à Portland pour le CBA, le Craft Brewer Association ou Exhibition, je sais plus. Enfin bref, dans le CBC, Craft Brewer Conference, qui est la mecque de tous les brasseurs américains vont être là. Ça, c'était la récompense du gagnant. Et en plus, sa bière va être brassée partout dans tous les 3 brasseurs du monde. À la fin, c'est ça qui est le fun, c'est que ça sert pas à rien. Ça peut être un produit qui va être régulier, qui va revenir, ça peut être des bières du mois. Cette bière est fantastique. Donc oui, c'est dans cet objectif, dans le même objectif. On a une petite installation de 50 litres qui est à notre brasserie support, qui est disponible pour nos brasseurs s'ils veulent faire s'ils veulent créer des recettes, faire des tests ou c'est libre service. En plus, on a plein d'échantillons de houblon, de malt, de tout ça. Donc ils viennent, ils brassent leur bière. C'est de laboratoire. Ouais, c'est ça. C'est de la recherche et développement. Ouais. En plus, bon, évidemment, avec notre laboratoire, on peut analyser, on peut faire tout ce qu'on veut sur la bière. Donc on est bien équipé. C'est ça, on en a parlé un peu, justement, j'imagine que vous suivez les tendances. Est-ce que vous pensez embarquer dans tout ce qui est bière de casque, fût de chêne, baril, sour ale, la brette, le vieux brette, le kit? Oui, non. Alors brette, je te le dis tout de suite, non. Ouais, c'est bon, moi c'est correct. Ça va. On n'est pas trop des fans de sour ale, donc... Alors, commençons par le commencement. Ouais. Casque, oui. Casque, on en a déjà fait. On a fait pour le lancement des terrasses, on fait des événements à Laurier, à Québec. Son événement, le brasseur avait fait un casque et il avait juste pris sa bière de quartier, qu'il avait un peu pimpé avec des houblons et tout ça. Ça avait bien marché. Ce qu'on veut, c'est avoir des procédures solides avant de faire ça. Donc les faire dans les règles de l'art. Un casque, c'est pas prendre une bière, mettre des houblons et la servir flat et chaude. Un casque, c'est prendre une bière qui est pas finie de fermenter et finir la fermentation avec une aromatisation accrue, avec des épices ou des fruits ou avec quelque chose. En plus, c'est un process qui est assez complexe parce que un peu trop de sucre, trop de gaz, la mousse, un peu. Et c'est ça, il faut pas que ça soit servi non plus à température ambiante, il faut que ça soit. Donc nous, on a des procédures qui sont faites. On doit quand même travailler avec notre marketing pour faire des événements parce que on veut pas que les gens ils arrivent dans un restaurant et qu'ils disent il y a un casque. Bon, moi j'ai quasiment fini avec mes questions. Fait que je vais peut-être finir un peu à la blague. En tout cas, mon avant-dernière question. Blanche, blonde, ambrée, brune, stout. Qu'est-ce qui se passe? Une petite bière stout régulière. Il me semble que mon côté... Irlandais. Ouais, j'aimerais voir ça à l'année disponible. Parce que vous en faites de la très bonne, j'en ai déjà vu des bières du mois, des stouts sont excellentes. Pourquoi pas à l'année? Est-ce que c'est plus difficile à accorder avec les bières? Est-ce que c'est plus des bières dessert? Est-ce non, que c'est plus... ça a été un gros débat. Ouais. Quand on est passé de 4 à 5 bières régulières, la question c'était IPA ou stout, parce que oui, notre stout est très populaire et effectivement c'est une très bonne bière. On a tranché pour la IPA et puis aujourd'hui moi je suis très content parce que la IPA est pas filtrée et super aromatique. La stout c'est une bière de quartier à Crescent
qui est quand même proche des pubs irlandais, tout ça. Ça ne m'aide pas. Wow, ok. Je prends tout le temps la bière du mois, ou sinon je regarde votre roulement régulier. C'est une bière de quartier à Toronto, Adélaïde, à Toronto, Oakville. Si avoir la stout de manière permanente, ça passerait essentiellement uniquement par une 6e pompe à bière. 6 bières régulières. Donc, on a beaucoup de contraintes techniques par rapport à nos nombres de pompes. Pour l'instant, on est arrivé à la limite. 7, c'est la limite. Si on veut passer à 8, là on passe un nouveau et il faut tout raser, tout pousser les murs. Il faut qu'ils suivent à quelque part. Là, donc, c'est pas tant une question de production, c'est plus une question de système de pression, de ligne Python, c'est ça. Donc les lignes de bière qui passent dans les murs, dans les sols et tout ça, elles arrivent à leur limite. Ajouter une bière, il faut tout casser, tout recommencer. Donc il a fallu trancher. Je suis d'accord avec toi. Je t'invite à aller à Crescent. C'est sûr. c'est bon de savoir que justement il y a une différence entre les diverses succursales comme ça, au niveau de la production, de la distribution de certains produits. On le savait avec les bières du mois, pas nécessairement les bières du mois, mais avec le défi microbrasseur qui avait chaque année leur propre bière, mais qui a à ce point-là une différence. C'est la bière de quartier, ouais. Ouais, la bière de quartier, c'est assez nouveau. On la teste depuis le début de l'année, mais à la fin du mois, là, on va vraiment avoir du support marketing. On va avoir des sous-bocs, on va avoir des logos différents. Un nouveau marketing là, à ce niveau-là. Ouais. Et en fait, ça, ce qu'on veut nous, c'est être un pub de quartier. Donc pub, c'est public house, c'est vraiment là où les gens se rassemblent du quartier. S'imprègnent de la culture. Voilà. De sa région. Donc nous, on veut être des bons voisins. Alors on a pris l'histoire du quartier, puis on a créé une recette par rapport à l'histoire du quartier ici. Ça s'appelle la Dorchester et c'est une bière au gingembre parce qu'il y avait la première usine de ginger ale à Montréal a été faite juste ici rue Dorchester, qui maintenant est René Lévesque, et le quartier latin, le cœur du quartier latin, c'était ici. Donc on a fait cette bière au gingembre pour vraiment représenter le quartier. Et même chose pour chaque succursale. Donc à Crescent, étant un petit peu un coin irlandais avec des pubs et tout ça, la stout elle s'imposait là. Il y avait rien, il y avait même pas de question à avoir. Et j'y étais hier. J'ai bu une stout. J'ai pas le choix quand je vais là-bas que de boire une stout parce qu'elle est fabuleuse. Ouais, c'est ça. Là, on dirait que quand que je m'en vais, moi, dans un 3 brasseurs, la bière du mois m'est offerte en premier, mais pas la bière des quartiers. Les deux devraient être suggérés. Oui, on était en test. Et pour tout dire, j'ai passé la journée à vraiment remettre toutes les bières de quartier, refaire toutes les mises à jour avec les ajustements par rapport aux analyses et à ce qu'on veut qu'elles soient. Le marketing est en train de travailler sur des super beaux logos, des affiches, tout ça. Très prochainement, très prochainement, il va y avoir vraiment... ça va être plus facile pour les serveurs de la proposer. C'est ça. C'est intéressant. Rick, est-ce que tu as des questions avant de Écoute, non, sérieux. Je suis fasciné un peu par... Je suis pas intimidé, mais un peu. Juste un peu. Sinon, messieurs, ma dernière question, c'est quoi votre bière préférée? Une bière coup de cœur. Ouais, coup de cœur, une défunte, une que vous faites plus, juste votre bière préférée. Aux trois brasseurs? Moi, je suis... Non, je suis toujours beaucoup dans l'amertume, malheureusement. Comme je suis encore dans l'adolescence du brasseur, beaucoup d'IBU, beaucoup de doublons, la chaufferette en tant que Imperial Red Ale, en tant que grosse bière hivernale. Ça a été une des premières recettes où j'ai vraiment eu l'opportunité de m'exprimer. Ouais, je l'aime beaucoup. La porte proche du cœur. Ouais. Mais après, si tu me demandes de choisir entre mon père et ma mère, c'est... ça se fait pas. Ça dépend des jours. C'est ça. Ça dépend des jours. Sinon, Philippe? Moi, c'est la Dorchester. Ouais. La Dorchester, tu sais, les bières de quartier sont faites pour donner une identité, une vraie identité à chaque restaurant. Et moi, je l'aime bien, elle est fraîche, elle est rafraîchissante, j'aime bien le petit goût, donc pour moi, c'est la Dorchester.
C'est ça. Sinon, messieurs, c'est le mot de la fin. En vous remerciant beaucoup de cette entrevue, ça fut fort plaisant. Juste rappeler à tout le monde que, si vous ne le savez pas déjà, 3 brasseurs sur Saint-Denis, 1658 rue Saint-Denis à Montréal. Sinon, vous pouvez aller sur les3brasseurs.ca, 3 en chiffres, pas en lettres, pour avoir plus d'informations sur tout ce qui est les bières disponibles, bières du quartier, les emplacements des 3 brasseurs. Et voilà, aussi simple que ça, messieurs. Merci encore. Un grand merci. Merci à vous, c'était pas mal. C'était fun là. Oui, Et à une prochaine. Ouais, la prochaine, c'est sûr. Ça marche. On s'en fait ça. Parfait. Yep. Oh boy! Je suis heureux pour vous parce que vous venez d'écouter quelque chose d'exceptionnel. Rien de moins. Rien de moins, ouais. Fait que super intéressant l'entrevue, Rick. Toi, Écoute, sur un high encore. Écoute, je vais être honnête, là. J'étais arrivé ici tantôt, puis j'étais comme, ok. Mais, je suis pas sûr, tu sais. Je savais pas à quoi t'attendre. Ben non, c'est ça, parce que, tu sais, je veux dire, nous, on fait ça on va se le dire, là, en amateur, puis on a du fun, puis oui, on commence tranquillement, mais là, d'avoir la discussion avec un vrai professionnel, ben, des vrais professionnels du domaine, puis tout, écoute... Ça change la donnée. C'est une autre ligue, là. C'est une autre ligue, puis c'est le fun. Ah, c'est écœurant. L'information, écoute, l'échange qu'il y a eu a été plus intéressant que ce que j'ai pu préparer en dedans d'un an et demi en podcast, là. Tu sais, je veux dire, il y a des points qui ont été amenés, qui étaient démontrés, qui sont venus me chercher, puis je trouvais ça vraiment intéressant quand on parlait avec M. Benazous justement de l'importance de la balance dans une bière, de l'équilibre. C'est tellement venu me chercher parce que oui, je suis totalement d'accord avec lui quand il dit qu'ici on a tendance à vouloir choquer, à hyper les bières, puis c'est comme soit on va avoir des IPA super fortes en houblon, une bière qui va être très 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 maltée, ou quand on va épicer une bière avec des épices comme la coriandre ou d'autres épices, on va tendance à trop en mettre au point que ça va venir camoufler les propriétés de la bière, le goût, l'essence de la bière. Ça se perd. C'est ça, au profit de juste... Puis c'est tellement venu me chercher, là, c'est comme, ok, on est sur la même longueur d'onde, là. Puis je suis pas aussi dans le champ que je pensais. Dans le sens que j'ai mes opinions, puis je respecte les goûts de tous et chacun. Puis parfois je me dis, coudonc, c'est comme si-tu moi qui est pas là. Puis les intuitions sont bonnes. Écoute, je me rends compte que je suis pas si dans le champ que ça. C'est rassurant, puis en même temps, ça donne le goût d'aller plus loin. Ça donne le goût d'en faire plus. Puis écoute, jusqu'à aujourd'hui, là, on va se le dire, les fins buveurs, là, c'est porté à bout de bras par toi. OK, on va se le dire, là. On va se le dire, franchement. Il y a de la collaboration. Je veux dire, t'es pas tout seul, là, on te soutient. Il y a moi, il y a Lauriane puis on a mais si c'était pas de toi, ça serait mort depuis belle lurette. C'est moi qui fais les updates, j'essaie de maintenir un peu. C'est que t'es la colonne vertébrale du groupe, puis sérieusement, ben jusqu'à aujourd'hui, j'étais pas sûr, j'y croyais plus ou moins, tu sais, c'était comme... Mais là, avoir des discussions comme ça avec des vrais professionnels, ça donne vraiment le goût d'aller plus loin, d'essayer de découvrir des nouvelles affaires. Ça motive, là. Ça motive. Ce que moi, je suis dur à motiver dans la vie, là. Puis aujourd'hui, là, je suis arrivé ici légèrement reculant, on va me dire, là. J'étais comme, vraiment, là, tu sais, nous on fait ça pour le fun, puis là, on s'en vient dans une autre ligue. Je suis pas sûr qu'on est... Puis finalement, écoute, ça a super bien été. J'ai adoré les échanges qu'on a eus. L'information qui a été rendue. C'est incroyable. On paierait pour de l'information semblable. C'est ça qui est le fun, là. Puis l'approche, puis écoute, c'était cordial, c'était le fun, c'était la bonne franquette, comme je disais. Puis
Écoute, moi, je suis un homme comblé à ce moment. Sors un homme changé. Ben, j'ai juste le goût d'aller, qu'on aille plus loin. Tu sais, j'ai le goût de pousser, là, vraiment, là, notre concept, ouais. C'est ça. De plus, de travailler plus fort, puis de vous apporter du stock, là. C'est ça qui est arrivé ce soir. Rick, t'es un homme changé, je te reconnais plus. Écoute, mais c'est vrai que c'est super motivant, là. Parler à des professionnels, là, franchement, ça t'amène une autre perspective du milieu. Mais on s'est pas beaucoup trompé non plus. Tu vois qu'il y a beaucoup de collaborations, c'est friendly. C'est ça. Moi, au début, je pensais, on arrive ici, tu sais, nous on fait un podcast sur les bières, les microbrasseries. Le Trois Brasseurs, c'est une marque qui est quand même, c'est une grosse marque, on va se le dire, là. C'est franchisé, c'est gros. C'est commercial, c'est un gros groupe. Que ce soit en France, qui sont un peu partout dans le monde, je suis comme, est-ce qu'on parle encore de microbrasserie ici, puis, eh ben oui. Franchement, ouais. Oui, j'ai été surpris de voir à quel point, de voir qu'il y avait de la collaboration, quand on parlait justement des collaborations avec l'Espace Public, qui est un petit brasseur de quartier, là, qui font des collaborations avec les Trois Brasseurs. Je dis, OK, ouais. Puis oui, je suis surpris, je suis un conservateur de l'espace public. J'y vois à l'occasion, j'habite à côté. Fait que je suis comme, what? Fait que, non, c'est ça, c'est le fun de ce milieu-là est tellement intéressant, là. C'est pas comme les autres milieux où on voit, tu sais, une compétition. Ici, c'est pas une banque, là. Ici, oui, c'est sûr qu'il y a la compétition. C'est le fun. C'est le fun de la compétition. Mais au-delà de la compétition, il y a une coopération. C'est ça. Il y a un échange. Puis, sans parler de partenariat, il y a une entraide que on pousse un produit qui est la bière de microbrasserie pour l'amener à un autre niveau. Puis tout le monde travaille dans ce sens-là. Tu sais, c'est pas tant de promouvoir. Oui, on va faire la promotion de la micro qu'on représente, mais en même temps, on va tenter d'apporter, de mettre de l'avant le produit. Puis c'est rafraîchissant de voir ça. Ça fait du bien de voir un milieu qui est ouvert, qui veut développer, qui joue sur la passion, qui est passionné, qui partage. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, vraiment. Wow, quelle conclusion qu'on peut avoir à propos de cette entrevue-là? Écoute, n'ayez pas peur de goûter à la bière du quartier. Je pense que c'est oui, c'est ça. Écoute, ce qui m'a marqué, c'est de savoir que, bon, justement, les Trois Brasseurs, on en parlait avec les deux représentants. Puis, c'est bon, ok, ils parlent de, dans tous les Trois Brasseurs, dans le fond, il y a 7 produits vedettes, si on veut. Il y a les 5 classiques, qui sont la brune, l'ambrée, la dorée, la IPA, la blanche, puis la blonde. Mais pas souvent, c'est pour ça. C'est ça, mais dans chacun, il y a aussi la bière du mois qui est mise en promotion. Et puis, il y a la bière de quartier. Ce que je vais être franc, je savais pas qu'il existait. Non, moi avec, je suis étonné, là. Et puis, chaque 3B, chaque succursale a sa propre bière de quartier qui est représentative de son milieu. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment nice. Et de voir justement qu'au centre-ville, à McGill, on va avoir la Stout qui est en vedette. Parce que oui, il y a beaucoup de Irish pub dans le coin et c'est un incontournable. Là, ici, on est au Saint-Denis. On déguste la Dorchester, qui est dans le fond la bière aromatisée au gingembre, qui est une excellente bière. Puis, quand on parlait de balance, justement... Ben justement, moi, j'ai toujours de la misère avec les bières qui sont aromatisées avec une épice qui est puissante. Qu'on parle de coriandre, qu'on parle de gingembre, de clou de girofle, parce que, comme on en parlait dans l'entrevue, on a une tendance à avoir, ici en Amérique du Nord, à hyper On expérimente encore. C'est ça, tu sais, on va forcer la note, on va pousser beaucoup, puis on va mettre l'avant la saveur ou
l'arôme utilisé, des fois trop. Puis ce qu'on parlait justement, c'est de l'équilibre, l'importance de la balance. Puis dans justement, la bière-là qu'on déguste à Dorchester, qui écoute, oui, il y a un petit côté gingembre, mais c'est quand même subtil au point que, oui, là, je le goûte parce que je le sais, mais il faut que tu prennes le temps de la savourer. Il faut que tu prennes le temps de découvrir le produit. Puis ça vient pas camoufler les autres arômes de la bière. Ça vient pas camoufler les maltes. Ça vient pas c'est juste un add-on. C'est un tout, là. C'est ça, c'est un beau mélange, c'est un bel équilibre. Et puis pour ça, chapeau. Ouais, vraiment bon. Franchement, ça nous permet d'avoir une autre perspective sur le produit puis de savoir d'où ça vient. Puis franchement, produit que honnêtement on nous vend plus ou moins. Tu sais, le saveur nous parle tout le temps de la bière du mois. Mais la bière du quartier vient rarement, voire jamais, parce que je suis jamais porté à la prendre. Tu sais, déjà quand on regarde le menu est le même pour l'ensemble des succursales. Il n'est pas représenté dans le menu. C'est ça, quand on regarde le menu, tu as les 5 bières vedettes, tu sais, la blanche, la blonde, la brune, la ambrée, la IPA. Puis en petit caractère, tu as la bière du mois puis qui est souvent mis en avant. Puis en dessous, la bière de quartier. Mais allez demander la bière de quartier la prochaine fois que vous y allez. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Vous allez découvrir, chaque succursale a sa propre bière. J'ai découvert ça ce soir. Je savais même pas. Moi avec, c'est ça le pain. Puis c'est pas, écoute, ça fait des années qu'on vient là. Ouais, je le savais pas. Voyons, on apprend encore, tu sais, sur la microbrasserie. Un petit add-on à faire au niveau marketing là-dessus. Mais ça va se faire, je pense qu'on l'a vu justement dans l'entrevue, il va y avoir un changement. C'est ça, il y a un travail qui est fait de plus en plus à ce niveau-là, qui est la prochaine étape, je pense, pour les trois brasseurs là, au Canada. Ouais, je pense aussi, franchement, c'était super intéressant, rien à dire négatif. Merci beaucoup à Philippe et Wanis, franchement, rien à dire. Merci aux trois brasseurs. Merci beaucoup aux trois brasseurs, Saint-Denis. Allez-y, comme je disais, sur le site internet officiel là, pour avoir tous les emplacements des trois brasseurs, ça vaut la peine. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, est-ce que je plug faibivard.com, .com si vous voulez venir au courant, questions, commentaires, suggestions, vous pouvez le faire sur YouTube, Facebook, Instagram, peu importe le réseau social, Twitter, on est là. Je commence à écrire des textes, bloguer, Rick, je sais pas. Ouais, ben il va falloir que je m'y mette, hein? Ben c'est ça, choisis ton sujet, puis tranquillement, là, on fait des updates. Je vais essayer de m'impliquer davantage à ce niveau-là. C'est parfait, j'ai même un sujet là, à venir, là, quand je me mouille, là, je vais dire, je vais parler du Beer Madness 2015, faire un peu le retour sur le concours qu'il y a eu sur la meilleure bière canadienne, vote populaire, parler un peu de pourquoi que c'est important les votes populaires, puis il y a le Trou du Diable qui a été vainqueur justement avec leur saison du tracteur, qui ont gagné justement ce concours-là, mais ça va, je pense, au-delà d'un simple concours. Fait que je vais peut-être développer un peu sur ce sujet-là, fait que ça suit. Peut-être pouvoir tenter de vérifier Ito au niveau du Iron Brewing. Oui, c'est vrai. On a appris l'existence durant notre discussion parce qu'on a continué après l'entrevue à discuter un peu avec Wanis, ouais, justement, qui se rendait après l'entrevue, qui s'en allait au Iron Brewing, qui est un peu l'équivalent du Iron Chef. Iron Chef au niveau des brasseurs, dans le sens que les brasseurs se font donner des ingrédients de base, puis en fait un certain lot d'ingrédients, puis ils doivent concocter quelque chose à partir de ça. Dans un temps limité. Dans un temps limité, donc une belle petite compétition qui semble intéressante. Ouais. On va essayer de jeter un œil là-dessus. Ouais, ça donne un petit peu plus d'informations parce que c'est de la belle compétition, puis ça peut être assez intéressant. Fait que sur ce sache parole, Rick. On n'oublie pas pour cette 50e règle numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, la base, la règle numéro 1, ne jamais oublier qu'un fin buveur doit garder le contrôle. Très important. Règle numéro 2, Rick. Règle numéro 2, pas de gaspillage. Oh non! Et règle numéro 3. Et ne jamais inciter quelqu'un qui ne le désire pas à consommer. Respect de la consommation. Sur ces sages paroles, Rick, merci beaucoup pour tout. 50 épisodes, c'est quand même assez excellent, donc je te félicite, je nous félicite. Ben, on se félicite. Merci à toi. Écoute, c'est fort le fun et on s'en souhaite 50 autres. Merci beaucoup à tous les participants qu'il y a eu. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Puis, continuez de nous donner des mots d'encouragement, c'est toujours le bienvenu. Ouais, c'est clair. Commentaires,
Qu'il soit bon ou mauvais, constructif, écoute, on prend tout. Tout, c'est clair, c'est très important. On veut grandir, on aime ce qu'on a en ce moment, puis on veut juste pousser là-dessus. Ça, c'est Sage Parole. Merci beaucoup, Rick. À la semaine prochaine. Yeah, salut là.